Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous avons une petite heure pour une question gigantesque. Donc, on va essayer de commencer même un tout petit peu en avance de 2 minutes, ce qui nous arrive assez rarement, pour évoquer justement la question du colonialisme et du néocolonialisme dans un espace géographique qui est très particulier, l'espace asiatique, pacifique, etc., et qui est généralement moins étudié que les autres espaces. Nous sommes en compagnie de Pierre Singaravellou, qui est professeur à Paris 1, Université Panthéon-Sorbonne, et qui a été le coordinateur avec d'autres d'une immense somme autour de la colonisation, paru il y a 2 ans, 3 ans, Oui, 2 ans, et qui existe déjà en poche. Voilà, c'est la dernière édition en question. Et en compagnie de Michael Luquen, qui est historien à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, et qui vient de faire paraître aux éditions La Découverte dans la collection Histoire Monde un livre tout à fait passionnant qui s'intitule Les Occupants, sur les Américains au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Alors effectivement, cette question de l'occupation, généralement, quand on la traite pour l'espace occidental et en particulier européen, on pense évidemment à l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, il y a un espace géographique qu'on oublie, cet espace de l'Asie-Pacifique, où la question de la colonisation et de l'occupation est une question fondamentale, mais à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, Pierre Singaravellou, vous pouvez nous dire pourquoi cet espace Asie-Pacifique, vous qui êtes historien d'une histoire mondialisée, pourrait-on dire, est important, il est important de le réintégrer dans notre vision de la colonisation telle qu'on l'a généralement, c'est-à-dire en quoi cet espace nous dit autre chose que ce qu'on croit savoir sur la colonisation occidentale? Oui, alors, vaste question. Peut-être première remarque, le fait qu'en France, contrairement en Grande-Bretagne ou en Allemagne, eh bien, il y a une focalisation, je dirais, excessive du point de vue asiatique sur l'Afrique, sur l'histoire de l'Afrique subsaharienne et l'histoire du Maghreb, au détriment justement des études sur l'Asie, historiquement jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, il n'y a pas une seule chaire dans une université française, je dis bien pas une seule, d'histoire de la Chine contemporaine ou d'histoire de l'Inde contemporaine. C'est-à-dire au mieux ce que vous pouvez trouver, et c'est sans doute une des seules aujourd'hui, c'est une chaire d'histoire de l'Asie tout entière, contemporaine, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui par ailleurs est la plus grande université d'Europe en nombre de chaires et de titulaires. Si vous comparez à n'importe quelle université anglaise, australienne, allemande, sans parler évidemment des autres régions du monde et de l'Asie elle-même, il y a dans chaque département des spécialistes de l'histoire, de la Chine, du Vietnam, de la Corée, etc. Donc, en fait, il y a évidemment un sujet de ce point de vue, et l'Asie est particulièrement importante pour répondre à votre question directement, Emmanuel, notamment pour le sujet qui nous requiert aujourd'hui, c'est-à-dire cette période, ce mi-temps du XXe siècle où, en fait, pour lequel, disons, on a négligé beaucoup les théâtres d'opérations asiatiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Une Seconde Guerre mondiale qui, on le sait maintenant, et je pense qu'il y a un certain nombre de collègues professeurs d'histoire-géographie dans la salle, nous savons depuis quelques années, mais c'est très récent, que cette Seconde Guerre mondiale, elle commence en Asie. Et c'est notamment le livre dirigé par Robert Frank et Alia Aglan, La guerre monde, sur cette histoire globale de la Seconde Guerre mondiale, qui rétablit au fond ce fait qui paraît aujourd'hui évident, mais qui est une avancée historiographique relativement récente. Et donc ces théâtres d'opération étaient très importants tout au long de la Seconde Guerre mondiale, pour ne parler que de ce conflit. Et ce moment des années 40 a été déterminant dans le devenir à la fois de l'Asie et du reste du monde, puisque au fond, c'est cette Deuxième Guerre mondiale, cette espèce de laboratoire d'observation de la géopolitique planétaire, puisque se retrouvent en Asie au même moment toutes les grandes puissances du monde. Puisque les États-Unis sont présentes, nous allons en reparler à travers leur colonie philippine. Les Pays-Bas sont là en Indonésie, l'Angleterre évidemment, Malaisie, Inde, etc. La France notamment en Indochine, et le Japon. Le Japon lui-même promeut une nouvelle forme d'empire colonial, un empire colonial qui ne dit pas son nom pendant cette Seconde Guerre mondiale, on y reviendra peut-être, qui s'appelle la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale,
Donc c'est un moment essentiel pour comprendre à la fois l'époque, mais aussi évidemment le temps présent. Et dans cet espace géographique, les types de colonisation sont-ils foncièrement différents ou est-ce que d'une certaine manière, ils se ressemblent malgré la possibilité de chacune de ces nations qui viennent coloniser cet espace d'avoir leur voix propre, pourrait-on dire? Alors oui, c'est une question là aussi qui est complexe parce qu'en réalité, vu de loin, ce sont des situations, disons des formes de domination, puisque c'est là-dessus que porte votre question, des formes de domination coloniale qui se ressemblent, puisque au fond, à partir de de l'extrême fin du 19e siècle, la plupart des grandes puissances de la planète, des puissances coloniales, s'aperçoivent que la colonisation traditionnelle, c'est-à-dire appropriation territoriale, imposition d'une véritable souveraineté avec la mise en place d'une administration étrangère, donc française, britannique, néerlandaise, coûte très cher en hommes parce qu'il faut venir beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de personnel depuis ce qu'on appelait les métropoles et les installer dans les colonies. Elle coûte très cher aussi financièrement. Et donc se développe un nouveau modèle, mais qui au fond est le renouvellement d'un modèle ancien, qu'on connaissait aussi sous l'Ancien Régime sous une autre forme, qui est le protectorat. Et le protectorat, qui en fait se développe un peu partout dans le monde, aussi bien en Afrique subsaharienne qu'en Asie, qui tout simplement se fonde sur une idée toute simple, qui est celle de la colonisation au moindre coût, économique et financier, mais aussi humain, en maintenant les structures locales, en maintenant les structures autochtones sur place, c'est-à-dire que les Britanniques en Malaisie vont maintenir sur place les sultans malais. En Indochine, à l'exception de la Cochinchine, qui est une colonie depuis l'origine, c'est-à-dire le sud du Vietnam, dans le reste de l'Indochine, les Français vont maintenir les souverains locaux sur place. Le roi du Cambodge, le roi du Laos, etc., etc. Et avec ces souverains, leur administration, leur mode de fonctionnement. Et il s'agit surtout de pouvoir contrôler le destin, la politique internationale et les finances de ces différents pays. Alors, Michael Leken, la première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous vous sentez un peu seul? Ah, merci pour la question. Parce que aujourd'hui, pas du tout. Non, aujourd'hui, pas du tout. Mais ce que vient de nous dire Pierre Singaravelou, c'est d'une certaine manière que si vous étiez dans une université anglaise, dans une université, je ne sais pas, hollandaise ou américaine, vous auriez des collègues à qui parler. Oui, là, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a un tropisme français à rester relativement fermé sur un certain nombre de zones et à exclure le monde, en particulier asiatique, mais pas seulement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a énormément de travaux sur ces questions-là dès qu'on sort de France. Faut bien imaginer que si vous allez aux États-Unis, il y a des dizaines et des dizaines d'historiens qui travaillent sur la Seconde Guerre mondiale version Pacifique. Une des grandes figures, John Dower, a reçu le prix Pulitzer. Enfin, ce sont des historiens qui ont prise sur le débat public et dans chacun des pays concernés de la zone, que ce soit le Japon, la Corée, Taïwan, le monde philippin de l'édition est plus modeste, mais on a une vitalité des débats qui est considérable avec une polarisation entre des approches académiques et d'autres plus grand public, avec des débats entre la gauche et la droite. Enfin, ce sont des choses qu'on connaît bien ici sur d'autres objets. Et pour vous, donc, de travailler avec obstination sur la sphère japonaise en particulier, puisque vous avez publié chez Fayard en 2013 Les Japonais à la guerre, et puis un prix ici au Rendez-vous de l'Histoire de Blois à propos du Japon grec, Culture et Possession. C'était un très beau livre chez Gallimard en 2019. Vous tracez votre sillon et vous discutez avec qui? Alors, avec vos collègues du monde entier qui travaillent sur le même espace? Oui, absolument. Enfin, d'ailleurs, j'ai plusieurs de mes livres qui sont traduits en anglais, en japonais, en chinois. Donc, c'est vrai que le débat est mondialisé, mais en tout cas, ce qui me concerne, j'ai toujours tenu à publier d'abord en français, et puis quand quelque chose tient la route, essayer de le voir publié dans une autre langue ensuite. Alors, ce qui est particulier dans cet ouvrage qui s'appelle donc Les Occupants, c'est de nous plonger dans ce moment
très singulier, pourrait-on dire, qui dure 7 ans, mais qui peut durer plus longtemps, évidemment, parce que ces 7 ans, c'est le début de cette affaire. Entre 45 et 52, ce moment où le général MacArthur devient une sorte de procurateur du Japon au nom des États-Unis, et que ce général MacArthur arrive sur place avec l'idée d'un gouvernement indirect. Comment peut-on mettre à place un gouvernement indirect avec un ennemi qu'on a combattu depuis justement l'entrée en guerre des États-Unis en 1942 et qui, d'une certaine manière, est un grand ennemi des États-Unis, mais on ne va pas faire de la même façon pour l'Allemagne. On ne va pas imaginer la même chose que pour l'Allemagne, c'est-à-dire on va tenter une sorte d'expérimentation en grandeur réelle avec ce pays vaincu qui est le Japon. Oui, je me demande d'ailleurs, est-ce que les Américains auraient fait s'ils avaient pu avoir les mains libres en Europe? Probablement, est-ce qu'ils auraient appliqué leur politique? Parce que vous voulez dire si le général de Gaulle n'avait pas repoussé l'Amgot, par exemple, comme on le dit depuis 1945. Il n'y avait pas plusieurs armées qui se partageaient, l'Allemagne et l'Autriche et différents théâtres d'opération. Ce qui constitue un peu le point de départ de ce livre, c'est d'être allé retourner aux sources de la doctrine américaine en matière de politique d'occupation militaire. Les États-Unis se dotent dès 1940 en fait d'un manuel qui va être complété et réorganisé un petit peu en 43, mais en 43, on peut vraiment dire que la doctrine en matière d'occupation militaire américaine, elle est établie. Et les grandes lignes, que ce soit en termes organisationnels, la manière de structurer un gouvernement d'occupation, les grandes fonctions que doivent occuper un gouvernement d'occupation, mais aussi les grandes lignes stratégiques sont précisées. Et c'est très intéressant de partir de là parce que ça permet surtout quand on aborde cette question de façon un peu neuve, et c'est le cas quand on l'aborde en français. C'est pas que je l'aborde pour la première fois, ma thèse portait déjà sur la période de l'occupation, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de tracer en fait des grandes lignes et de sortir précisément de ce récit voulant que le général MacArthur, qui a dirigé les opérations militaires pour l'armée au sein des forces américaines, était un impérator qui, une fois arrivé, une fois nommé, a pris les choses à bras-le-corps et, parce qu'il avait une certaine vision des choses, a réussi à transformer de manière positive dans le discours américain le Japon et en faire un partenaire. Or, quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde les choses en perspective de la doctrine américaine, on voit très bien qu'il a fait bien davantage une mise en application des directives. Et de façon générale, je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. MacArthur ne décide pas du sort du Japon. MacArthur, pour l'essentiel, met en œuvre les directives, de l'armée en termes de grande politique, et puis les directives que lui envoie Washington, qui sont aussi extrêmement contraignantes. Bien sûr, il a eu la main sur le calendrier, sur le choix des hommes, sur un certain nombre de choses, puisque c'était lui qui était aux manettes, mais il faut revenir sur cette idée qu'il était tout-puissant. Alors, c'est un livre qui peut être gênant parfois pour une simple raison, c'est quand on glorifie, comme on le fait ici au Rendez-vous de l'Histoire de Blois, le rôle éminemment éclairant des sciences sociales et des sciences humaines dans la société contemporaine, parce que quand on vous lit, on s'aperçoit effectivement que les sciences humaines ont beaucoup d'importance dans les États-Unis des années 30 et des années 40, et que ces sciences humaines vont être appliquées, enfin les personnes qui les portent, des universitaires ou des chercheurs prestigieux, vont être à la manœuvre d'une certaine manière pour tenter de mettre en œuvre des théories de sciences humaines qui vont être expérimentées sur l'espace japonais. Oui, alors c'est pas spécifique au monde japonais. Les Américains font la même chose. Les anthropologues ont participé à toutes les colonisations. Toutes les colonisations. Mais ce qui est très très frappant, c'est de voir qu'en quelques années, les États-Unis vont complètement changer de regard, parce qu'il faut bien avoir en tête qu'en 1931-32, il n'y a pas encore un seul cours de japonais à Harvard.
On n'enseigne pas le japonais, on a des orientalistes, des gens qui s'intéressent à l'Asie de l'Est, à l'Orient en général, mais qui sont d'abord généralement des cynisants, qui, via le chinois, arrivent à regarder un petit peu les sources japonaises. Mais des spécialistes du Japon, l'Amérique n'en forme pas encore à cette époque, alors que la France a commencé dans les années 1870, donc a beaucoup plus de recul. Et c'est très étonnant de voir que parmi ces personnages dont j'essaye un petit peu de me servir pour faire un fil rouge dans ce livre, il y a des gens qui vont venir dans les années 30 en France pour se former aux études japonaises et qui ensuite, à partir du début des années 40, eh bien, vont entrer dans tous les différents services qui vont être mobilisés par les armées américaines pour mieux comprendre l'ennemi, parce qu'on peut plus se contenter de ces oppositions radicales aux États-Unis vis-à-vis des Japonais qu'on combat, simplement dire qu'ils sont très différents de nous. Ils ont une culture incompréhensibles. Bah oui, mais quand on se bat avec eux, on ne peut pas simplement dire ils sont incompréhensibles, on se bat avec eux, donc on veut des recettes. Hein. Et donc, les anthropologues, les sociologues, les économistes, les historiens, tout cela vont être mobilisés pour produire de l'information sur le Japon. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce sont exactement les mêmes personnes qui, après 1945, seront aux manettes pour l'occupation du Japon. Pierre Sagaravelou sur cette question. Oui, on peut dire que ce phénomène s'inscrit dans une tradition ancienne, qu'on peut faire remonter alors au moins au milieu du 19e siècle et qui s'épanouit sous la forme de ce qu'on a appelé à l'époque, au 19e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les sciences coloniales. Les sciences coloniales, donc c'est le développement de ces sciences sociales, sciences humaines, donc l'histoire au premier chef, la géographie, l'anthropologie, vous en avez parlé Emmanuel, l'ethnologie, mais aussi le droit, la science économique, etc., qui sont appliqués à la colonisation et qui donnent lieu à toute une série de productions savantes, très nombreuses en France, par exemple, sous la Troisième République. Et alors, concernant l'Asie, il se trouve que les Français fondent une très grande institution de recherche qui s'appelle l'École française d'Extrême-Orient, qui existe encore aujourd'hui à Paris, boulevard du Président Wilson, dans le 16e arrondissement, et qui est un des plus grands instituts de recherche sur l'Asie dans le monde, avec des centres dans quasiment tous les pays d'Asie. Donc c'est pour, si vous voulez, développer les recherches in situ, dans tous les domaines des sciences humaines et des sciences sociales, mais y compris la philologie, l'archéologie. C'est l'EFEO, l'École française d'Extrême-Orient, qui, par exemple, comme vous le savez sans doute, s'est occupé du parc archéologique d'Angkor à partir de 1908, au Cambodge. Et il se trouve que cette école a été fondée en 1900 à Hanoï, dans le nord du Vietnam, précisément pour produire des savoirs qui, dans l'esprit du gouvernement, devaient être utiles à l'administration coloniale. Et c'est vrai que, vu de très loin, ces savoirs qui, au fond, glorifient les spécificités des différentes cultures asiatiques, donc qui, au fond, valident une forme de différentialisme, eh bien, ces savoirs ont pu valider par là même, en fait, les options politiques coloniales qui étaient celles on l'a dit, du gouvernement indirect et de la politique dite d'association. Mais en même temps, ce qui est intéressant quand on travaille sur ces savoirs, et je pense que ça vaut aussi en partie pour ces savoirs que tu as étudiés, Michael, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une tension tout de même avec ce fameux intérêt au désintéressement dont nous parle Pierre Bourdieu, qui caractérise les savants du début du XXe siècle comme nous-mêmes en ce début du XXIe siècle, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une volonté aussi de s'autonomiser de ces savants par rapport à la demande et à la commande politique, qui fait qu'il se trouve qu'il y a encore des travaux qui nous intéressent aujourd'hui et qui ne sont pas, on ne peut pas considérer que tout ça est uniquement de la pseudo-science. Voilà. Tout ça est téléguidé, que tout ça serait téléguidé par le pouvoir politique de cet espace-là. Ce qui est très intéressant quand on avance dans la lecture de ces occupants, Michael Lueken, c'est que, alors moi je connaissais pas le terme de logique factitive. Ça veut dire quoi exactement la logique factitive ? C'est cette idée de faire les choses, voilà, non pas aux individus en l'occurrence, mais davantage au peuple, aux sociétés que l'on occupe. Alors ça rejoint ce que Pierre Sagaravelou mentionne à propos de cette politique de protectorat qui existe déjà depuis le 19e siècle, mais que les Américains vont systématiser. Parce que s'il y a une grande différence entre les politiques mises en œuvre, en particulier par les Français et les Américains après 1945, je crois qu'elle tient à cela.
quand on regarde précisément les grandes politiques de l'EFEO au service du projet colonial français, L'école française d'Extrême-Orient. De l'école française d'Extrême-Orient, on voit qu'elles sont très tournées vers la philologie, vers l'archéologie, vers le passé. Il s'agit de comprendre l'essence des civilisations, et à travers la compréhension de l'essence des civilisations, on se dit, dans une perspective très catholique, romaine, centralisée, française, que l'on va vraiment pouvoir en tirer le meilleur, tout en ayant amené des connaissances qui servent à l'humanité tout entière. Alors que dans une perspective américaine, après 1945, il y a un basculement qui s'opère, ce qu'on voit très clairement, par exemple, dans le domaine de l'architecture. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés à Manille, bien détruit, mais aussi dans les différentes îles du Pacifique que les Américains dominent, Honolulu, ou même dans tous les États, Hawaï. Eh bien, vous avez des monuments néoclassiques partout, que les Américains ont construits. Ils arrivent dans un endroit, ils construisent des bâtiments néoclassiques. Autrement dit, ils installent leur domination dans une référence au passé, dans une tradition européenne. Et donc, on pourrait se dire que ce mouvement a pu continuer après 1945, sachant que jusque dans la fin des années 30 à Manille, aux Philippines, ils construisent dans le style néoclassique. Et là, il y a une rupture qui s'opère, radicale. Ils ne s'intéressent plus à cet univers classique. Ils ne vont pas faire la promotion du grec, du latin, de l'architecture avec des frontons et des colonnes. Il y a une rupture. Alors que la France, elle, va maintenir ça. La première grande exposition bilatérale qu'organise la France au Japon, c'est l'envoi de la Vénus de Milo en 1964. Donc on voit bien que la France a toujours eu cette ligne, elle l'a encore aujourd'hui, alors que l'Amérique coupe à partir de 1945. Alors, il y a quelque chose qui m'a profondément surpris, parce que vous décrivez le gouvernement tel qu'il est pensé par les experts américains avant la destruction d'Hiroshima, de Nagasaki et donc la reddition du Japon. Mais vous dites par exemple que MacArthur arrive et qu'il a l'idée que ce territoire, qu'est le Japon, est saisi par un vide spirituel, et que ce vide spirituel se doit d'être rempli par le christianisme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui prend un général américain en 1945 de penser que le Japon est un endroit qui vit un vide spirituel? Parce qu'on pourrait penser que c'est une véritable méconnaissance de ce qui se passe au Japon. Oui, je crois que c'est évidemment une ânerie. Le Japon est très loin d'être un vide spirituel en 1945, mais dans la perspective de MacArthur, qui, comme beaucoup de gens de sa génération, est un officier qui a grandi dans un milieu où la foi protestante était très présente, eh bien, il allait falloir pas simplement transmettre la foi, mais à travers la foi, les amener à absorber, à adopter les valeurs, on va dire, pragmatiques, post-protestantes, capitalistes, que l'Amérique promeuvait. Alors, on sait ce qui s'est passé avec le redressement moral exigé des Allemands nazis. Est-ce qu'il se passe la même chose pour les Japonais? C'est-à-dire, est-ce qu'on leur demande d'une certaine manière d'aller à Canossa, de se prosterner et de dire nous sommes coupables? Ou est-ce que justement l'exemple japonais est différent de celui que les Américains mettent en œuvre en Allemagne? Oui, c'est une très bonne question. Je ne vois pas de mécanisme similaire à ce qu'on voit en Allemagne. Il y a bien sûr... Rééducation des anciens nazis. Il y a une rééducation. Ce terme existe, rééducation, réorientation. Tous ces termes existent en Allemagne comme au Japon, mais ils ne vont pas... ça ne va pas passer par des grandes prises de position publiques de la part des autorités contre le nationalisme et contre le Japon. Alors bien sûr, il va y avoir des censures, censure contre tout ce qui renvoie à la période militariste et impériale, tout ce qui renvoie à l'Empire. Donc il y aura de la censure, ce sera massif, mais cette réorientation,
elle aura tout un volet, on va dire, positif, où il s'agira d'emmener les personnes vers une société plus conforme aux représentations américaines. Et comment est-ce que ça se produit, cette partie-là? Eh bien, par les arts, hein, bien sûr, hein, le cinéma, le sport, hein, par exemple le baseball. Hein. Le baseball dont vous dites qu'il n'est pas introduit à ce moment-là au Japon, non, mais qu'il existe auparavant, alors qu'on a toujours pensé qu'effectivement, de façon un peu rapide, que ce baseball était arrivé avec la colonisation du Japon par les Américains. Oui, ils se sont appuyés sur ce baseball qui était déjà présent pour promouvoir des valeurs qui leur correspondaient. Vous voyez, le baseball, c'est très intéressant parce que c'est pas du tout comme le rugby. Le rugby était beaucoup pratiqué dans les années 30 et pendant la guerre au Japon parce que c'est un sport qui est un peu organique. Donc on peut faire corps. Donc ça allait dans le sens des représentations japonaises pendant la guerre. On fait corps, tous ensemble, et jusqu'au bout. Donc ça, c'était absolument en accord avec les valeurs japonaises de l'époque. Les Américains vont mettre ça de côté, dire bon, le rugby, non, c'est pas bien du tout, ça nous intéresse pas, c'est beaucoup trop organique comme approche, et on va faire quelque chose comme le baseball, ça c'est très bien, c'est séquencé, c'est des petites opérations une par une, on compte tout le temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on court autour, voilà, une logique pragmatique, comme je l'appelle, que les Américains défendent. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet exemple que vient de citer Michael Lueken entre baseball et rugby montre comment le champ de l'histoire de la colonisation s'est élargi à d'autres secteurs que ces secteurs habituels de la politique, de la géopolitique qui étaient souvent privilégiés, pour pouvoir s'intéresser à l'ensemble de ce qui traverse la société, une société coloniale ou post-coloniale à un moment donné, Pierre Garbel. Oui, mais c'est indispensable. Et l'histoire du sport est un excellent exemple parce que l'histoire des pratiques sportives, des pratiques corporelles a permis, aussi bien en France, avec Julien Sorès, j'ai dirigé et co-dirigé un ouvrage qui s'appelle L'Empire des sports, une autre histoire de la mondialisation culturelle, il y a quelques années, et c'était à la suite en fait d'un profond renouvellement dans le champ historiographique britannique sur ces questions-là, et tout simplement parce que ces pratiques sportives permettent d'appréhender la fameuse question de la domination coloniale par le bas, et du point de vue des colonisés ou des populations autochtones. Et on s'aperçoit que, alors non seulement pour aborder la question de la domination, mais celle aussi, cette boîte noire qu'on appelle la mondialisation, eh bien, on s'aperçoit que dans ces empires coloniaux, que ce soit l'empire colonial, d'ailleurs, l'empire japonais ou l'empire français ou britannique, eh bien, on n'observe pas de phénomène linéaire et univoque d'uniformisation culturelle, donc ce que nous appellerions une occidentalisation, par exemple, du monde. Cette mondialisation impériale, eh bien, elle passe par des phénomènes d'appropriation, d'adaptation, de réinvention parfois, et ça se voit très très bien à travers les pratiques sportives, où on s'aperçoit qu'à partir du moment où les sports sont codifiés, c'est-à-dire le golf est codifié dans les années 1780 en Écosse, hein, c'est un sport codifié les plus anciens, et je vous en parle parce que les officiers britanniques vont faire circuler cette pratique dans tout l'Empire et dans le monde entier très rapidement. Ça reste une pratique aristocratique, mais ça va être le cas aussi du rugby, du football, évidemment du cricket. Et donc ces sports ne vont se diffuser dans le monde, dans certains pays du monde, dans certaines colonies ou dans certaines zones de l'impérialisme informel britannique ou français, qu'à la condition que ce sport corresponde aux valeurs, aux pratiques, aux usages sociaux des populations concernées. Par exemple, pour faire très court, le cricket va se diffuser en Inde au point de devenir un sport indien. C'est le psychanalyste indien qui s'appelle Ashish Nandy qui définit le cricket comme un sport indien accidentellement découvert par les Britanniques. Et ça nous dit quelque chose évidemment de très fort et vrai, c'est que ce sport que les Indiens n'ont pas conçu correspond parfaitement non seulement à l'éthos de l'aristocratie indienne, mais aussi de la population indienne qui va l'adopter très très vite à partir du milieu du 19e siècle. C'est un sport qui ne nécessite pas d'engagement physique. Donc dans la société hindoue qui justement condamne les activités physiques, c'est un sport qui est intellectuel, qui nécessite aussi une réflexion stratégique, et c'est un sport qui, d'abord et avant tout, n'implique pas de contact, pas d'engagement, mais pas de contact non plus. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, et on pourrait pour chaque sport développer évidemment ce type d'analyse, mais
On voit bien comment, oui, en fait, par ces sujets qui ont longtemps été, il faut le dire, encore aujourd'hui méprisés par l'institution académique, on va dire, par les historiens. Je vous dis ça parce que l'histoire du sport est encore aujourd'hui largement reléguée. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'ailleurs de chaires d'histoire du sport, pas plus que de Non, chaires non, d'histoire elle est du reléguée. Japon. Elle est reléguée, il faut bien le dire, Emmanuel, en STAPS, c'est-à-dire les études pour à l'origine former les professeurs de sport. Et nous avons heureusement énormément de très bonnes historiennes et historiens du sport qui officient donc dans les universités de STAPS. Oui, d'ailleurs des universités qui sont généralement complètes parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'y précipitent. Est-ce que, Michael Lueken, vous pouvez nous dire ce qu'est, par exemple, la position américaine dont vous nous parlez dans ce livre Les Occupants, mais aussi nous décrire brièvement, si possible, le mode d'organisation de ce gouvernement indirect du Japon? On maintient l'empereur. C'est très important, alors qu'il est le responsable même de l'entrée en guerre, etc. On va le maintenir et on va négocier avec la société japonaise la possibilité de la laisser vivre à condition que les gens naturellement se rendent compte des bonnes vertus qui sont nécessaires dans une démocratie, et donc à partir de ce moment-là, de les faire venir à cette démocratie à l'américaine d'eux-mêmes d'une certaine manière. Oui, d'où cette idée de factitif dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire faire venir les gens d'eux-mêmes aux objectifs qu'on leur assigne. En quelques mots, des rappels historiques. Donc, les Américains arrivent au Japon en septembre 1945, installent un gouvernement militaire, mais qui va piloter le pays de manière indirecte via un gouvernement japonais qui est maintenu en place, puis renouvelé par le biais des urnes. Parallèlement, une constitution est écrite par les Américains, soumise aux Japonais, qui sont invités à l'amender aux marges, de même que à peu près toutes les lois fondamentales qui vont être prises pendant cette époque. Ce sont des projets américains. D'ailleurs, les échanges entre le gouvernement japonais et le gouvernement militaire américain sont exclusivement en anglais dans les deux sens, et les personnalités qui dirigent le gouvernement japonais, ce sont des gens qui ont été, d'une manière ou d'une autre, acceptés par les Américains, souvent des diplomates. Il y en a un autre, c'est un avocat, mais aussi chrétien. Bref, ce sont des gens qui ont eu l'aval des Américains. Donc, on a affaire à un gouvernement démocratique, à propos donc du gouvernement japonais, de collaboration avec les Américains. Ça, c'est pour le système qui est mis en place entre 1945 et 1952. J'en viens maintenant à la deuxième partie de la question concernant cette fameuse position américaine, the American Thesis, qui est prise, formalisée au début des années 50, c'est-à-dire au moment même où l'Amérique se désengage un petit peu du théâtre japonais, puisque la fin de l'occupation formellement c'est 1952 avec l'entrée en vigueur du traité de San Francisco, des traités de San Francisco devrait-on dire, et met en avant la question du pragmatisme et du pilotage des élites du pays concerné, en l'occurrence le Japon, mais c'est beaucoup plus général. L'idée qu'il va falloir mettre en place des programmes pour amener les élites éduquées, de préférence bien sûr celles qui ne sont pas déjà communistes, mais celles qui sont socialistes sont évidemment des pistes recherchées. Oui, d'ailleurs, ça m'a surpris. Il y a une sorte d'avantage à être de gauche d'une certaine manière si on n'est pas communiste. C'est ça, oui, bien sûr, parce que l'idée de fractionner la gauche était à la base de la politique américaine dans tous les pays du monde, mais au Japon notamment, et par conséquent cherchait les socialistes, les gens de centre-gauche, des gens libéraux, ouverts un peu sur le monde, et essayer de collaborer avec eux pour qu'ils accompagnent
la transformation du pays. Donc c'est frappant de voir à quel point, en particulier, la notion de pragmatisme est mise en avant. Elle vient des sciences humaines, d'ailleurs, cette notion de pragmatisme, oui, en même partie de la philosophie. De la philosophie, en fait, directement en s'appuyant sur les textes philosophiques, en citant William James en l'occurrence. Et une des parties du livre consiste à essayer de repérer dans les politiques culturelles américaines la cohérence de ce projet, parce que très souvent, à propos des États-Unis, on a le sentiment qu'ils sont pilotés par le capitalisme et que c'est la logique du marché qui l'emporte et qui domine. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est à quel point il y a une cohérence programmatique dans ces politiques de réorientation, autour notamment de la question du pragmatisme. C'est ce qu'on trouve donc dans les politiques documentaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans les bibliothèques, qu'est-ce que... vous expliquez que les bibliothèques ayant été détruites en partie dans certaines villes par la guerre, eh bien, les centres de documentation deviennent une sorte de ressource pour justement permettre à ces Japonais sous tutelle d'apprendre le monde d'une certaine manière, mais d'une autre façon qu'ils l'avaient appris auparavant. On a le même phénomène en Allemagne avec les America House. C'est les mêmes corpus de textes qui étaient diffusés. Et quand on regarde donc dans la section philosophie, vous n'allez jamais trouver, en théorie, d'ouvrages marxistes. Vous n'allez pas trouver d'ouvrages sur les civilisations avec un grand C. Vous n'allez pas trouver d'ouvrages sur les humanités avec un grand H. Vous allez trouver en philosophie des ouvrages sur le pragmatisme et la philosophie analytique, fondamentalement, et puis toute sa déclinaison dans les sciences sociales expérimentales. Et on le retrouve de la même manière dans les financements de programmes des fondations, dans les politiques de recherche. On voit très clairement qu'il y a une cohérence autour de cela. Alors, il y a quelque chose qui m'a également surpris en vous lisant, Michael Lueken, c'est cette question des résistances. Quand on pense à toutes les colonisations, que ce soit les colonisations occidentales en Afrique ou en Asie, eh bien, on cherche, on pointe les capacités de résistance de ces sociétés, les attentats, les meurtres, qui permettraient de dire cette société ne s'est pas laissée faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous distinguez une manière très particulière, justement, de résistance, d'accommodement, pourrait-on dire, sans faire de jeu de mots avec ce qu'on a dit à propos des occupations allemandes en Europe, mais assez subtil et très intéressant. Vous pouvez nous déployer ça ? Oui, c'est un point qui me semble absolument crucial, mais qui doit se découper en deux blocs. D'abord, si l'occupation américaine, du point de vue américain, s'est bien passée, a été un succès, si George Bush s'y est référé au début des années 2000 pour justifier l'intervention américaine en Irak, disant que cela expliquait que l'Amérique avait une vocation à démocratiser le monde. Et à faire du nation building. Comme on disait à cette époque. Je crois qu'il y a en fait une erreur du point de vue américain. Si ça s'est bien passé, c'est pas grâce aux Américains. Si ça s'est bien passé, c'est parce qu'il n'y a pas eu de résistance japonaise contre toute attente. Les images qu'on a en tête de la société japonaise sont des images de grande violence, de gens qui vont jusqu'au bout, mais ils ne sont pas battus jusqu'au bout. L'empereur, certes, a mis du temps à capituler, mais enfin, s'il n'avait pas capitulé en août 1945, il y aurait eu un débarquement manu militari. C'est ce que préparait MacArthur. D'abord à Kyushu, ensuite à Tokyo. Donc vous imaginez à quel point ça aurait été beaucoup plus détruit. Les plans américains prévoyaient que, en cas de débarquement physique sur les îles principales du Japon, il y aurait plus de bombes larguées sur le Japon que sur l'Allemagne pendant tout le conflit. Donc le pays aurait été absolument laminé. Pourquoi est-ce que les Japonais n'ont pas résisté ? Pourquoi il n'y a pas eu de résistance organisée ? Pour moi, ça reste un mystère. J'essaie d'avancer plusieurs pistes. Mais en tout cas, je crois que c'est fondamentalement contingent. C'est contingent. On ne peut pas avoir une explication qui expliquerait cet ensemble. Et c'est précisément la raison pour laquelle ce n'est pas reproductible. Ça, c'est pour le premier point. Et puis le deuxième, rapidement, oui, il y a ensuite des formes de résistance qui se mettent en place à partir de la fin des années 40, début des années 50, et qui, d'une certaine manière, durent jusqu'à aujourd'hui.
Pierre Singarville, oui, c'est d'autant plus frappant, intéressant, intriguant que partout ailleurs en Asie, les populations résistent. Et au même moment, c'est-à-dire elles commencent à résister pendant la Seconde Guerre mondiale, en profitant en fait de cette expansion japonaise qui en fait recouvre quasiment l'ensemble de l'Asie à l'exception de l'Inde britannique, jusqu'en Birmanie britannique, et conquise par les Japonais en 1942, qui vont étendre comme ça cette sphère de coprospérité de l'Asie orientale. Et en fait, cette résistance, ces mouvements nationalistes vont se développer, alors qu'ils soient nationalistes, communistes, etc., de différentes obédiences un peu partout en Asie. Alors, soit en collaborant avec les Japonais, parce que les Japonais prétendent libérer l'Asie et la rendre aux Asiatiques. C'est ça l'idéologie officielle de la sphère de coprospérité. Bon, en réalité, il s'agit pour le gouvernement japonais d'exploiter les ressources et de faire travailler des millions de Chinois, de Malais, d'Indonésiens dans cette machine industrielle impériale japonaise. Mais il se trouve que cette occupation japonaise, pour le coup, du reste de l'Asie pendant la Seconde Guerre mondiale a été un déclic et a encouragé, disons, favorisé, exacerbé les mouvements de résistance un peu partout dans le continent. Et il se trouve qu'en 1945, là où eh bien, les Japonais accueillent relativement pacifiquement les États-Unis, eh bien, dans les autres colonies, c'est la guerre. Par exemple, dans l'Indochine, au Vietnam, eh bien, Ho Chi Minh déclare l'indépendance en 1945. Et au fond, c'est le début, quelques mois après, en 1946, avec la réaction du gouvernement français, le bombardement d'Haiphong, enfin, vous connaissez cette histoire, d'un long conflit qui va être non pas la guerre d'Indochine, mais la guerre de 30 ans. Une seule et même guerre, c'est-à-dire la guerre d'Indochine, avec officiellement la France, puis, et là nous retrouvons nos amis états-uniens, la guerre du Vietnam. Cette guerre dure 30 ans, mais cette guerre est là, d'une certaine manière, un seul et même conflit, parce que, en fait, à partir de 1949, à partir du moment où eh bien, Ho Chi Minh gagne du terrain, il est au début cantonné au nord du Vietnam, dans le Tonkin, mais il progresse rapidement en raison de ces techniques de guerre révolutionnaire inspirées de Mao, et donc il conquiert aussi le soutien d'une partie de la population, mais aussi en contrôlant ces sociétés paysannes. Eh bien, à la suite aussi de la prise de pouvoir de Mao et des maoïstes en 1949 en Chine, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette reconquista coloniale française devient tout simplement, et ça c'est à l'échelle de l'Asie, tout simplement un nouvel élément de la guerre froide et de l'affrontement entre les deux blocs. Et à ce moment-là, les investissements états-uniens deviennent majoritaires pour financer la guerre d'Indochine. C'est-à-dire qu'en 1953-54, cette guerre française est financée à 80% par les États-Unis. Donc il faut penser, en fait, il faut connecter naturellement tous ces espaces, il faut penser globalement la stratégie états-unienne, en sachant que, évidemment, là, en l'occurrence, l'élément à retenir de notre point de vue, c'est que ces résistances ont été victorieuses. Ces résistances ont été victorieuses, c'est-à-dire que cette guerre d'Indochine se solde par la grande défaite militaire française de Dien Bien Phu, qui est un traumatisme dans l'imaginaire, alors d'abord militaire français et accessoirement collectif français, même si il faut bien dire que cette guerre était lointaine et a assez peu concerné les Français, contrairement à la guerre d'Algérie, parce que c'était des soldats de métier qui étaient envoyés en Indochine jusqu'en 1954, contrairement aux appelés du contingent en Algérie. Pour beaucoup d'anciens résistants, d'ailleurs. Oui, pour beaucoup d'anciens résistants. Et donc le fait que j'y pense, le fait que cette guerre soit victorieuse, puisque Emmanuel Laurentin nous interrogeait sur les résistances, ça n'est pas rien. Dien Bien Phu, je regardais les images ce matin de l'inauguration de la réfection, vous savez, du moulin de Valmy. Ce Ferhat Abbas, grand leader nationaliste maghrébin, quelques temps après Dien Bien Phu, qui a lieu donc en mai 54, dénomme cette bataille de Dien Bien Phu la Valmy des peuples colonisés. Valmy des peuples colonisés, en sachant que Valmy est, si on pousse un peu, un quasi non-événement historique sur le moment, qui va être ensuite glorifié comme une bataille décisive. Mais ce qui est intéressant, c'est pour le coup, Dien Bien Phu, elle, immédiatement, devient, si vous voulez, le symbole du combat des anticolonialistes dans le monde entier et la preuve que, selon eux,
selon ceux qui prônent une politique de force, c'est la preuve que la lutte armée est la seule possibilité pour conquérir l'indépendance. Michael Lueken, qu'est-ce qui fait justement que vous poussez ce livre qui s'intitule Les Occupants jusqu'à cette période de la guerre du Vietnam? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait d'une certaine manière qu'il y a une continuité entre cette occupation de 1945 à 1952 vis-à-vis, dans la continuité vers les années 70, etc. Et pourquoi c'est important d'aller aussi loin alors qu'on pourrait se dire, voilà, c'est un livre d'histoire, il s'arrête au moment où l'occupation s'arrête? Oui, on voit très très clairement que si le gouvernement militaire stricto sensu s'en va en 1952, le fait que le Japon, au même moment qu'il signe un traité de paix avec un ensemble de pays, signe un traité de sécurité bilatéral, cette fois avec les États-Unis, maintient sine die le Japon dans l'orbite américaine. D'ailleurs, c'est un terme qu'on trouve énormément dans la littérature grise américaine. Hein. Le Japon est maintenant dans l'orbite des États-Unis. Ce traité de sécurité va être reconduit en 1960 et là, ça va susciter d'énormes protestations de la part de la population japonaise, des étudiants, de la gauche en particulier, qui tout d'un coup se rendent bien compte que ce qu'on leur avait dit au départ, à savoir que les bases américaines doivent rester pour protéger le Japon, ne sont pas là pour protéger le Japon. Elles sont là pour servir les intérêts américains et pour maintenir le bassin pacifique sous l'égide de la flotte américaine et c'est pas seulement la flotte, mais c'est aussi aéronavale. Et donc, ça suscite une prise de conscience. Les traumatismes de la guerre s'éloignent et la situation internationale, par ailleurs, fait qu'il y a une convergence des luttes. Des rapprochements s'opèrent entre les intellectuels, les mouvements syndicaux, les partis de gauche japonais avec leurs alter-ego en Europe et aux États-Unis. Et la guerre du Vietnam ne fera que l'exacerber. Donc on voit très bien qu'il y a une continuité. Tout ça finira par une forme d'échec d'une certaine manière, puisque de facto il n'y aura pas de révolution malgré les tentatives en 68-69. De l'armée rouge japonaise. Par exemple, de l'armée rouge japonaise, qui est le dernier croupion de ces mouvements-là. Et on pourrait presque dire qu'à l'inverse, ça va contribuer à arrimer le Japon à l'univers libéral américain en particulier. Est-ce que, justement, vous pouvez revenir sur une notion qui est une notion du début de votre livre, que j'ai trouvée intéressante, mais qui est assez complexe à comprendre, qui est cette notion de guidance. Qu'est-ce que c'est que la guidance telle qu'elle est pensée par les penseurs de l'occupation du Japon? Oui, ça c'est un terme qui est difficile à traduire. On pourrait le traduire par orientation, mais c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, orienter, c'est assez statique, on pointe simplement. Guider, on accompagne. Donc c'est un accompagnement, une orientation. On l'utilise aussi en anglais pour parler du guidage de missiles. Donc c'est un terme qu'on trouve beaucoup chez les pédagogues américains à partir de la fin du 19e siècle et qui en fait a deux sens chez eux. Donc on le trouve chez John Dewey par exemple, qui est un grand philosophe. Qui est un philosophe qui est tout le temps présent dans votre livre. On ne pourrait pas faire ce livre sur l'Europe vue par les États-Unis avec autant de présence de John Dewey, et pourtant là il est présent tout le temps. Pourquoi est-ce que ce personnage est si important dans la pensée américaine dans l'occupation de cet espace géographique? Parce que principalement deux des personnages que je mobilise, côté japonais comme côté américain, sont des gens qui ont un dialogue avec Dewey. Et ce ne sont pas uniquement des universitaires, ce sont dans un cas des gens qui vont avoir des fonctions dans le renseignement, dans le gouvernement américain, et de l'autre, un intellectuel qui va beaucoup participer au mouvement contestataire dans les années 60. Et donc, voir que de part et d'autre est mobilisé un intellectuel comme Dewey me semblait tout à fait intéressant. Et fondamentalement, ça permet d'asseoir cette idée au niveau théorique que ce qui a été peut-être la ligne de force de la pensée américaine dans l'imposition de la mise en place de la Pax Americana après 1945 au Japon, mais de façon plus large, c'est pas
uniquement le capitalisme, pas uniquement le libéralisme politique, ce n'est pas non plus seulement l'impérialisme, même si bien sûr toutes ces dynamiques sont à l'œuvre. Il me semble que le pragmatisme est peut-être une des pistes pour donner une cohérence d'ensemble au projet américain. Sur ce point, justement, Pierre Singaravellou, est-ce que cet exemple qui est donné dans l'excellent livre de Michael Lueken, Les Occupants, permet une sorte de vision comparée de ces penseurs qui, selon les endroits du monde où ces occupations se mettent en œuvre, se mettent en place, sont disons, les parrains de cette pensée coloniale, avec des différences selon les espaces géographiques. Est-ce qu'on peut dire ça ou... Alors c'est une question passionnante. Moi, j'ai pas de réponse simple à cette question. Je pense qu'il faut, et c'est un chantier qu'on pourrait ouvrir. Moi, ça me fait penser, si vous voulez, à l'équivalent du côté français, mais qui n'a pas eu du tout le même destin intellectuel et politique. C'est Georges Ballandier. C'est-à-dire qu'en 1950, Georges Ballandier, sociologue, qui va faire du travail de terrain sur le continent africain, et qui publie très tôt donc un article qui fait une 50aine de pages et qui s'intitule La situation coloniale. Et puis il va continuer à travailler sur la sociologie de ces sociétés coloniales jusqu'aux décolonisations et ensuite. Et Georges Ballandier, en fait, au fond, on y revient là en terminant un peu le propos, parce que très tôt, c'est lui qui nous donne la définition qui est sans doute la plus élémentaire, la plus simple, et celle qui est retenue encore dans le monde entier pour définir ce qu'est la colonisation et ce qu'est une situation coloniale. C'est une minorité étrangère culturellement et ethniquement qui domine une majorité autochtone. Donc ça paraît très simple, mais en même temps, ça paraît peut-être un peu trop simple, mais c'est pourquoi il développe en expliquant que ce qui est intéressant dans cette situation coloniale, c'est qu'elle est par définition instable, elle est menacée par tout un tas de résistances, de remises en question, et que pour se maintenir, cette minorité, c'est très intéressant pour penser les phénomènes de domination, cette minorité étrangère, eh bien, elle a besoin de ce qu'il appelle à l'origine des subterfuges, c'est-à-dire des outils politiques, comme par exemple, Michael l'a évoqué, le diviser pour régner, le divide to rule. Et on va retrouver dans ces sociétés de l'après-45, par exemple, la volonté à chaque fois, les Français, par exemple, on a parlé du Vietnam, les Français, quand ils reprennent pied au Vietnam, qu'est-ce qu'ils font face à Ho Chi Minh? Eh bien, ils nomment Bao Dai à la tête d'un État associé à la France. Et ça va donner évidemment ensuite le Vietnam, le Sud-Vietnam, la République Vietnam et la République du Nord-Vietnam communiste. Bon, on retrouve ça dans de très nombreux pays et ça date évidemment du 18e, au moins du 18e siècle, se diviser pour mieux régner. Ce sont les politiques de ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire que Ballandier nous explique bien que quand vous avez une poignée d'Européens dans un océan, perdu dans un océan de millions d'autochtones, pour qu'ils survivent d'une certaine manière, il faut qu'ils se regroupent. Et donc, ils se regroupent dans les villages blancs, dans les villes blanches, les quartiers blancs des villes. Ils se mettent à l'abri, évidemment, de cette majorité des autochtones. Toute une série de pratiques. Et au fond, cette définition de Ballandier, aujourd'hui, ce qui est intéressant, celle de 50, eh bien, elle a beaucoup influencé toutes les études coloniales et post-coloniales américaines et dans le monde entier. Elle est revenue, au fond, très tardivement en France, à la fin du XXe siècle, et elle demeure toujours pertinente. Il y a quelque chose de tout à fait, une sorte de ruse de l'histoire, pourrait-on dire, Michael Lueken, parce que, en fait, vous nous expliquez que George Bush, donc, lorsqu'il veut créer un nouvel Irak et aussi remodeler le Proche-Orient, dit que c'est une expérience réussie. Or, ce que vous montrez, c'est que ça n'est pas réussi grâce à la pensée américaine qui aurait permis de bien comprendre ce qu'était cette société japonaise, mais de la collaboration, du travail lent et patient des Japonais eux-mêmes pour s'adapter à cette situation de domination. Il y a une ruse dans le sens où les Américains ont raté cette étape, enfin, ils l'ont raté dans leur propre pensée, mais ils croient qu'ils l'ont réussi. Oui, c'est étonnant. Et c'est justement ce qui rend très ironique ces conflagrations qu'il va y avoir dans les années 60 entre les intellectuels et les étudiants japonais et les Américains, parce que, en définitive, ce sont des gens qui ont
dans un premier temps, souvent étaient très favorables à l'arrivée américaine, qui était favorable à la démocratie, qui avait déjà, depuis les années 30, une aspiration à plus de liberté, à plus de démocratie. Bien sûr, ça a été un régime épouvantable dans les années 30, mais il y avait quand même parmi les jeunes des aspirations à la démocratie. Or, ces gens-là qui, dans un premier temps, se sont montrés favorables à un travail avec les Américains, à une assimilation des valeurs américaines, assez vite se sont rendus compte qu'en fait, ce projet n'était que très limité, que leurs problèmes n'étaient jamais les problèmes des Américains et que l'approche américaine l'emportait toujours. Parce que c'est évident, quand on fait une approche pragmatique, quand on parle de problèmes, qu'on parle de problèmes en situation, eh bien les problèmes des plus gros, des gros poissons, sont toujours prioritaires sur les problèmes des petits. Et les problèmes des Américains, c'était le Pacifique, c'était la relation avec l'URSS, c'est la question chinoise. C'était pas les problèmes qu'il y avait à Okinawa, par exemple, au hasard. Est-ce que vous avez une question ou deux questions à nous inviter? Parce qu'il nous reste 5 ou 6 minutes avant de terminer. Monsieur. Bonjour monsieur, vous avez parlé de la question de la manipulation et je voulais m'interroger sur les théories, les hypothèses qui sont relevées généralement sur les justifications qui auraient été dites à la capitulation du Japon, c'est-à-dire notamment l'invasion de la Mandchourie par l'Union soviétique et donc la peur face au communisme, ou alors par exemple le rôle de Brito pour se dédouaner finalement de son rôle dans le parti dans la dictature japonaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse? C'est forcément des choses qui sont complexes et il n'y a pas de détermination simple, je crois. Hein. C'est en fonction d'une situation globale que Hirohito et quelques-uns de son entourage ont opté finalement pour cette capitulation sans condition telle qu'elle était demandée par les Américains. Juste, faisons, quand on a des problèmes comme ça, de l'histoire fiction, vous avez parlé donc de l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Hein. Au bout d'1 mois, les soviétiques étaient à Sakhalin, ils étaient prêts à débarquer sur Hokkaido. C'est les Américains qui ont dû leur dire « Hola, hola, vous ne mettez pas les pieds à Hokkaido », ça s'est joué à pas grand-chose, mais 1 mois plus tard, ils pouvaient être sur Honshu. Autrement dit, les Russes auraient pu avancer très vite et le Japon se retrouvait dans la même situation que l'Allemagne, ou plus exactement, les Américains se retrouvaient dans la même situation qu'en Europe, hein, ce qu'ils ne voulaient absolument pas. Donc, il y a eu une forme d'accord, en fait, des différentes parties. Et je crois qu'il est assez clair que Hirohito capitule parce qu'il veut sauver les meubles. Hein, ça évite le débarquement. Et en plus, il a 2 raisons toutes trouvées pour expliquer à son peuple, hein, et par conséquent pour faire passer la pilule après avoir tant poussé les gens au suicide, l'entrée en guerre des Russes et les 2 bombes à Hiroshima et Nagasaki. Une question tout en haut. Est-ce que vous pouvez parler un peu fort parce que ah, il y a un micro qui va arriver. C'est tout en haut. Je vous remercie. Donc c'était par rapport la dictature des Khmers rouges. J'ai appris assez récemment que c'était aussi les Américains ou les États-Unis qui avaient financé l'équipement de l'armée, mais qui s'opposait aux Khmers rouges, et pourtant qu'elle avait échoué. Comment ça se fait que les États-Unis n'aient pas réussi à aussi bien former ces gens-là pour résister aux communistes? Vous voulez dire que c'est les Américains qui avaient formé le matériel militaire? J'avais cru comprendre qu'il y avait un but que quand l'Indochine a été décolonisée, il y avait le Laos, le Cambodge et le Vietnam.
Et ensuite, je ne sais plus exactement dans quel pays la dictature des Khmers rouges s'est établie. Il y avait un régime royaliste avant. Ouais. Michael Luken va vous répondre. Très sommairement, les Américains sont absolument partout dans tous les théâtres d'opération après la Seconde Guerre mondiale, et c'est le cas toujours aujourd'hui. Et bien sûr, ils ont un œil attentif pendant toute la période de la guerre froide, et la question Khmer en est une. Donc qu'ils soient présents partout et qu'ils soient présents dans ce cas-là, c'est une évidence. En revanche, ce qui est frappant, c'est que partout où il y a des rébellions, où il y a des résistances armées qui se mettent en place, évidemment dans le cas du Cambodge, c'est une évidence, elle n'a pas cessé, leurs opérations ont échoué. Oui, très rapidement. Allez-y, vous avez un micro devant vous, vous avez de la chance. Appuyez sur quelques... Oui, voilà. Appuyez sur le petit bonhomme qui parle. Mais j'appuie dessus. Ah voilà, parfait, voilà. Merci. Vous êtes un peu un conseiller départemental. Non, bien, exactement. Je suis choqué par la proposition. Non, je rigole. C'est bon. J'avais préparé une phrase, mais je l'ai ratée. Bon, bref. Oui, vous avez défini le colonialisme. Est-ce que vous pourriez définir néocolonialisme? Et deuxième question, est-ce que la France a pratiqué le néocolonialisme en Asie? Parce qu'on parle beaucoup de l'Indochine, mais voilà. Vous avez une minute 30. Donc le néocolonialisme, c'est ce qu'on pourrait définir comme une forme informelle de domination, c'est-à-dire le fait que notamment des puissances européennes, mais pas seulement, exercent des formes de domination culturelle, financière, militaire, politique, à travers des instruments qui peuvent être la diplomatie, mais aussi l'armée. La diplomatie de la canonnière, c'est une forme informelle, plus ou moins informelle de contrôle et de domination. On parle d'impérialisme culturel également. Donc ça, c'est quelque chose qui caractérise, par exemple, la politique de la France à partir de 1960 dans l'Ouest et le centre de l'Afrique, ce qu'on appelait la France-Afrique, le précaré français. Et la deuxième partie de votre question, pour tenir la minute 30, c'était est-ce que la France a pratiqué le néocolonialisme de la même manière que les États-Unis c'est très bonne question. En Asie? Oui, très bonne question. Alors, non, parce qu'en fait, la France a, rompu ses relations avec le Vietnam indépendant. Donc, ça a été une rupture assez brutale, d'une certaine manière, comme avec l'indépendance de l'Inde en 1947 par rapport à la Grande-Bretagne. Et ce qui explique aussi beaucoup, si vous voulez, les relations internationales aujourd'hui avec le Vietnam, en l'occurrence, puisque par une ruse de l'histoire, les musées français sont en train de développer un partenariat avec le musée mémorial de Dien Bien Phu, dont je parlais tout à l'heure, pour refaire totalement ce musée, quand même, qui est un musée à la gloire de cette victoire vietnamienne sur la France. Donc ça... Non, et oui quand même, parce que il faut penser qu'on n'est pas absent de cet espace pacifique et que si on avait un militant du FLNKS ici, il dirait qu'effectivement le néocolonialisme existe en Nouvelle-Calédonie. Non, bien sûr, mais on parlait de l'Asie parce que c'est vous qui élargissez à l'Asie-Pacifique, qui est une catégorie états-unienne, la catégorie d'Asie-Pacifique, donc inventée par les sciences sociales américaines. Et la catégorie française maintenant, c'est Indo-Pacifique. Mais la question portait exactement. La question portait sur l'Asie était évidemment, si on parle de Polynésie française et Nouvelle-Calédonie, là, la majeure partie des Kanaks vous dirait que c'est pas une situation néocoloniale. C'est une situation coloniale et qui est reconnue par la commission de décolonisation de l'ONU. Donc là, on est dans une situation totalement différente, bien entendu. Il est 17h30, nous devons libérer cette salle. Merci encore d'être venu.